Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à approfondir ensemble nos notions de base en cyber. Alors la vidéo d'aujourd'hui est motivée par un petit changement sur la plateforme PicoCTF que l'on avait déjà exploré lors de précédentes vidéos puisqu'elle devient maintenant Scilab Security Academy. Voilà, donc si vous tapez PicoCTF comme ce que je vous avais montré dans mes précédentes vidéos, vous tombez sur cette page d'information qui vous dit que PicoCTF devient Scilab Security Academy, mais heureusement, il nous indique aussi que tous les comptes qui ont été créés avant le 8 mai 2026 restent valables, ainsi que votre progression, si jamais vous aviez fait des challenges, il a tout gardé en mémoire et les challenges restent accessibles. Alors du coup, on va aller voir cette nouvelle version de la plateforme. Donc quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez ici. Euh, il faut se loguer si vous avez déjà un compte ou bien s'inscrire avec le sign up si vous n'avez pas encore de compte. Voilà, donc moi j'ai déjà un compte. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à aller dans le menu Learn sur Challenge Library et vous retrouvez l'intégralité des challenges qui étaient déjà là sur PicoCTF avec une nouvelle présentation. Alors, on retrouve ici les filtres, donc les catégories, hein, web, crypto, reverse, les difficultés, easy, medium, hard, et les fameuses archives avec tous les événements du passé qui sont dans ce filtre. Voilà, donc normalement, tout ce qui était dans Pico CTF se retrouve sur Scilab et il faudra juste qu'on s'habitue à cette nouvelle interface. Alors, pour fêter ça, je vous propose bien, de faire quelques petits challenges. On va retourner dans la catégorie Web Exploitation. Alors nous, pour l'instant, on est toujours sur des challenges de type Easy. Et on va essayer de faire, par exemple, un Minify. Alors ici, l'interface qui vous présente les challenges a un petit peu changé aussi, mais le principe reste le même. On a toujours le bouton pour lancer le challenge lui-même. On a toujours les indices ici, les hints. Je vous rappelle que ce sont des indices que vous pouvez regarder pour vous débloquer. Et enfin, on a ici le champ pour soumettre le flag que vous aurez trouvé en résolvant le challenge. Eh bien, allons-y pour ce premier challenge. Je lance le jeu. Ok, alors allons-y. On a un lien vers le site. Et voilà, donc on retrouve hein, le logo Pico CTF. Donc, bienvenue sur mon site de distribution de flags. Si vous lisez ceci, votre browser a successfully received the flag, donc il a reçu avec succès le flag. Ok, bon, on voit pas le flag, alors comme d'habitude, on va tout simplement aller voir le code source. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors, c'est pas cool, tout est collé. On va faire CTRL F Pico CTF pour chercher le flag. Ah, il y en a plein. Ok, donc il a essayé de noyer le poisson. Euh, ok. Ah bah celui-là, là, il a l'air d'être intéressant. Voilà, bon bah on l'a trouvé. Il était juste caché dans le code source. C'est super simple. Je le copie. Je retourne sur la page du challenge. Je le soumets ici. Je fais Submit Flag. Et il me dit Correct Flag. Ok. Bon, ça c'était l'échauffement. On va aller voir un autre challenge. Un autre challenge qui s'appelle Web Decode. Alors, juste avant, on arrête l'instance du jeu précédent. Voilà, je vais sur Web Decode. Donc, de la même façon, je lance l'instance de ce jeu-là. Voilà, c'est bon. À nouveau, on a un lien vers un site. Eh bien, ouvrons-le. Alors, il nous demande, est-ce que vous êtes en train de chercher un flag? Keep navigating, c'est donc continuer de naviguer. Keep searching, continuer de chercher. Ok, alors si je vais sur Home, ok, donc rien de nouveau. About, try inspecting the page. Donc essayez d'inspecter la page, c'est-à-dire regarder le code source. Peut-être que vous allez trouver le flag ici. Ok, et dans Contact, continue de chercher, n'abandonnez pas. Bon, ben, on va retourner ici et on va aller voir le code source de la page pour voir s'il n'y aurait pas un flag qui traîne. Ok, bon, il n'y a pas de flag de façon évidente. Par contre, ici, on a une chaîne de caractères
un peu étrange qui peut attirer notre attention. Et comme on l'a vu dans une vidéo précédente, quand on a une chaîne de caractères qui contient que des lettres minuscules, majuscules et des chiffres, alors si en plus elle se termine par des symboles égales, là c'est la totale, mais on peut déjà se douter que c'est du base 64 et maintenant on sait décoder ça. Alors il y a plusieurs façons, on pourrait demander à Gemini, on pourrait faire un petit code JavaScript en utilisant les fonctions A to B et B to A hein, pour faire les coding, encoding, enfin les coding décoding en base 64. Mais aujourd'hui je vais vous montrer un autre outil qui s'appelle CyberChef. Alors le problème c'est qu'il y a un peu de publicité, mais bon. C'est un outil qui par ailleurs est très pratique. Vous pouvez mettre ici dans la partie Input la chaîne sur laquelle vous voulez travailler et après vous pouvez lui appliquer des recettes. Et les recettes, par exemple, ça peut être de transcoder en base 64 ou ça peut être transcodé depuis la base 64. Bon, pareil pour l'hexadécimal, pour les URL en code, on en avait parlé aussi. Et il y a tout un tas d'options très intéressantes et certainement que dans les prochains CTF, on va s'y intéresser. Mais nous, on veut faire from base 64. Donc je le prends et je le glisse. Voilà, et il nous a décodé le flag dans la partie output. Donc c'était bien encodé en base 64. Voilà, donc ça, on n'a plus besoin de ça. Je retourne, donc je ferme le challenge, je retourne sur la page de Scilab, je soumets le flag. Ok, correct flag, on a réussi et je ferme l'instance. Au suivant, alors il y en a un autre qui s'appelle ici bookmarklet. C'est parti. Alors, eh bien, lançons l'instance comme d'habitude. Voilà, on a un lien. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il semblerait que dans ce text area, donc c'est un composant HTML qui permet d'afficher du texte, on a une fonction JavaScript. Alors, si on la regarde vite fait, on voit que là, on a une fonction encrypted flag. On a une fonction pardon, qui contient un encrypted flag avec effectivement des caractères bizarres. On a une clé qui est picoctf. Visiblement, il parcourt le flag chiffré. Donc cette boucle for, on a déjà vu pas mal de fois. Et il va concaténer dans la chaîne decrypted flag eh bien, les opérations qu'il va effectuer sur le caractère chiffré. Donc effectivement, il prend le caractère chiffré, il prend son code UTF-16, il retranche le code UTF-16 de la clé. Alors attention, la clé étant plus petite que le message, quand on arrive au bout de la clé, il faut réutiliser le premier caractère de la clé pour continuer de déchiffrer. C'est pour ça qu'il y a un modulo sur le key length. Ok, mais bon, nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est eh bien, tout simplement d'exécuter cette fonction pour déchiffrer le flag, puisque à la fin, ici, il fait un alert. Donc ça, alert, c'est la fonction JavaScript qui permet de faire une petite pop-up qui affiche un message, et donc dans le message, il affiche le decrypted flag. Alors quand on clique ici, visiblement, il nous dit le code a été copié dans le clipboard. Et bien, c'est parfait. Donc moi, je vais le coller dans Notepad++. Je vais lui dire que je vais faire une petite page HTML. Alors on va faire le minimum sur la page HTML. Donc on lui dit HTML. Voilà, on lui dit body. On lui dit script. On referme bien les balises. Donc je ferme ma balise script. Je ferme la balise body. Je ferme la balise HTML. Ensuite, on n'a pas besoin de définir une fonction. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de l'exécuter. Donc, je supprime tout le code qui est inutile. Et voilà, du coup, là, il va directement m'exécuter ça et m'afficher la petite pop-up avec le decrypted flag. Je l'enregistre. Voilà, nouveau 23, ça me va très bien comme nom. J'ai plus qu'à ouvrir le fichier et voilà, il affiche, donc ça, le alert, c'est ce qui fait afficher cette petite pop-up avec le bouton OK pour la fermer, et le texte qui est le flag déchiffré. Je copie, je ferme ma pop-up,
je peux fermer le challenge. Je retourne sur la page de Scilab et je soumets le flag. Ok, c'est bon. Allez, on s'en fait un petit dernier pour la route. Alors, il y en a un autre qui s'appelle Don't use client-side. C'est parti. Donc, il nous dit Can you break into this super secure portal? Est-ce que vous allez réussir à entrer par effraction dans ce portail super sécurisé? Alors, on va voir si on y arrive. Alors là, il n'y a pas de lien, mais il nous donne directement l'URL. Très bien, on la copie. Je la colle ici. Ok. Alors, on a une page toute simple avec un formulaire dans lequel il faut saisir un seul champ et un bouton Verify. Donc, j'ai juste cliqué dessus, il me dit incorrect password. Si je tape n'importe quoi, il me dit incorrect password. Ok, eh bien, allons voir le code source, comme d'habitude. Alors, on retrouve ici notre formulaire avec le champ de saisie qui s'appelle password et le bouton de soumission du password qui s'appelle Verify, hein, c'est bien ce qu'on avait ici. Qu'est-ce qui se passe quand on clique sur Verify, sur l'événement onClick? Il lance la fonction JavaScript qui s'appelle Verify et qui est définie juste au-dessus. Et elle fait tout ça. Alors qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle récupère la valeur qu'on a entrée dans le champ qui s'appelle pass, hein, la valeur du password en fait. Et ensuite, elle va travailler dessus. Et elle utilise plein de fois la même fonction qui est substring. Donc substring, c'est une fonction JavaScript qui permet de trouver une sous-chaîne par rapport à une chaîne de caractères. Donc par exemple là, on prend ce qu'on a tapé et on prend la sous-chaîne de l'index 0 jusqu'à split, split valant 4, donc de 0 à 4. Et on vérifie si la sous-chaîne de ce qu'on a tapé commence bien par Pico. Si les 4 premiers, c'est Pico. Si c'est le cas, on continue le traitement. Si c'est pas le cas, on passe dans le else et il nous dit incorrect password. Bon, moi j'ai tapé n'importe quoi, donc je suis tombé là-dessus. Alors, il va faire tout un tas de checks comme ça imbriqués. À chaque fois, il va vérifier les caractères, visiblement 4 par 4. Et en plus, alors il a essayé de nous embrouiller en les faisant pas dans l'ordre. D'abord, il vérifie de 0 à 4, puis de 4 à 8, puis de 8 à 12, et ainsi de suite. Donc en fait, il suffit de remettre dans l'ordre tout ça, et on aura le flag. Ok, alors allons-y. On va tout simplement, on s'ouvre un nouveau fichier. Je copie tout ça. Donc, le premier, ce sera Pico. Le deuxième, on pourrait même le deviner, ce sera CTF, hein, puisque c'est entre 4 et 8. Donc je colle. Le troisième, donc je vais les supprimer au fur et à mesure. Voilà. Donc le troisième, ce sera celui-là, hein, entre 2 et 3, puis entre 3 et 4, puis entre 4 et 5, et ainsi de suite. Bon, vous avez compris la logique, c'est très simple. Donc 2 et 3, entre 3 et 4. Ensuite, entre 4 et 5, puis entre 5 et 6, puis entre 6 et 7, et enfin 7 et 8. Voilà. Alors, on va essayer, on retourne sur le site, on va voir si je lui copie ce mot de passe, qu'est-ce qu'il me dit? Password verified. Ok, donc là, il est bien passé dans cette instruction-là. C'est bon, on a trouvé le flag. Par acquis de conscience, on va le soumettre, histoire de vérifier. Je soumets le flag, et voilà, c'est bon. Ok, donc voilà pour aujourd'hui. Là, on a juste fait, alors j'arrête l'instance quand même, juste fait quelques CTF qui maintenant doivent vous paraître très simples, puisqu'on avait déjà un peu vu l'analyse de code JavaScript, l'encoding base64. Tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. C'était juste un petit peu pour pas perdre la main. Alors par contre, j'aimerais revenir sur ce dernier challenge, Don't use client-side. On en avait déjà aussi parlé dans une vidéo précédente, mais c'est vrai que tout ce qui se passe sur le client, donc dans votre navigateur, eh bien, vous avez la main dessus.
pouvez regarder, vous pouvez étudier, vous pouvez même modifier, vous pouvez bidouiller, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, ce n'est pas du tout l'endroit où il faut faire des contrôles d'authentification. Ça doit se passer côté serveur, jamais côté client. Alors, côté client, on peut faire des contrôles, mais ça va être ce qu'on appelle des contrôles de surface, c'est-à-dire, par exemple, vous allez vérifier que un champ obligatoire est bien renseigné. Vous allez vérifier que un format de date, c'est bien un format de date. Parce que si jamais l'utilisateur a oublié de saisir le champ obligatoire, ou bien s'il s'est trompé dans la saisie de la date, autant lui signaler tout de suite avant d'aller publier la donnée jusqu'au serveur. On peut déjà trapper l'erreur côté client. Dans tous les cas, il faudra bien sûr faire un contrôle côté serveur, parce que, comme ce que je viens de dire, hein, c'est tout ce qui se passe côté client, eh bien, n'est pas secure. N'importe qui peut le modifier puisqu'il a le code sur son navigateur et pourrait très bien pousser des données dans un champ date qui ne sont pas du tout des dates, tout simplement en court-circuitant les contrôles côté client. Voilà, donc la règle d'or, c'est ne jamais faire confiance aux contrôles côté client et toujours les refaire côté serveur. On peut quand même faire des contrôles côté client, mais c'est juste pour le confort de l'utilisateur et lui éviter des allers-retours inutiles avec le serveur. Mais c'est juste du confort, c'est pas de la sécurité. Voilà. Alors, jusqu'à maintenant, on s'est pas mal attardé sur ce qui se passe côté client. On a vu du HTML, du JavaScript, un peu de CSS, tout ça. Dans les prochaines vidéos, on va commencer à parler un peu plus des échanges entre le client et le serveur. Et encore après, on ira vraiment s'intéresser à ce qui se passe côté serveur, parce que c'est bien sûr là qu'il se passe le plus de choses, que les attaques auront lieu et que ce sera le plus intéressant pour nous. Par contre, ça nécessite peut-être quelques prérequis qu'on verra ensemble, rassurez-vous, euh, dans les prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que ces quelques petits CTF vous ont amusé et que d'ailleurs de votre côté vous en faites d'autres sur la plateforme. Et on se retrouvera prochainement donc pour une prochaine vidéo sur les échanges entre clients et serveurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner si vous le souhaitez. Portez-vous bien et vive la cyber.